Le discours de Michel Barnier devant les députés, globalement, il était assez banal, sans aspérité. Mais pour toi, Thomas Legrand, qui est notre chroniqueur politique à Libération, c'était finalement assez rassurant. Salut Thomas. Salut, alors je redis bonjour. Rassurant, c'est-à-dire que si on est éditorialiste, chroniqueur dans un journal de gauche et qu'on voit la composition de ce gouvernement et qu'on écoute les premières déclarations des ministres de ce gouvernement avant la déclaration de politique générale, donc c'est un peu bizarre, mais normalement on parle pas avant, on avait de quoi être inquiet. Je vous fais une pause dans la discussion. Si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On vous propose des entretiens comme ça toutes les semaines. Et partagez-nous votre avis en commentaire. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. On avait de quoi être inquiet. Parce que entre la nomination du gouvernement et le discours de politique générale, il y a eu l'évocation de l'AME, l'aide médicale d'État, qu'on allait peut-être supprimer ou réformer profondément. Il y avait la remise en cause de l'état de droit. Je rappelle ce que c'est que l'état de droit, parce que c'est une notion compliquée et qui est un peu utilisée à toutes les sauces. Il faudra que je fasse une émission sur l'état de droit sur France Inter pour expliquer tout ça. Mais l'état de droit, c'est l'ensemble des normes, la Constitution, les traités internationaux qu'on a signés, les lois, les grands principes sur lesquels le droit s'applique et sur lesquels la démocratie s'exerce. Mais avec en toile de fond cette idée. Et c'est ça la spécificité de l'état de droit par rapport à la Constitution. La Constitution, c'est vraiment la règle du jeu de notre République. Mais l'état de droit, c'est cette idée que celui qui a le pouvoir ne peut pas tout faire. C'est ce qui limite finalement le pouvoir des gouvernants pour protéger l'individu et le citoyen. Et c'est quelque chose qui doit être un peu permanent, qui est dans l'essence même de la démocratie et en France, de la République. Et on dit que l'état de droit est sacré, et c'est juste quand tu dis de remise en cause de l'état de droit, c'est parce que Bruno Retailleau a dit que l'état de droit n'était pas sacré. Parce que, en fait, il y a, et on revient juste pour repréciser, Bruno Retailleau, donc notre ministre de l'Intérieur. En fait, il y a deux conceptions souvent de la démocratie qui s'opposent. Il y a la conception qu'on appelle libérale, alors au sens politique du terme, pas au sens économique. La conception libérale, qui est plutôt qui est d'origine de gauche, enfin c'est la gauche la défend, une partie de la droite aussi bien sûr, qui est de dire la démocratie c'est pas simplement le jour des élections et c'est pas simplement le mandat que les électeurs donnent au président ou aux députés, c'est-à-dire on vote pour un type. Une femme, plus généralement un type, et puis à partir de ce moment-là, il fait ce qu'il veut, et puis il peut interpréter la volonté populaire avec les sondages et tout ça en disant « je suis le représentant du peuple, le peuple veut que, donc on fait ça, quelles que soient les lois, etc. » Dans l'acception de la démocratie dite libérale, et parlementaire, la démocratie, c'est tous les jours, c'est avec les corps intermédiaires, c'est avec les procédures, des procédures qui protègent des abus, c'est avec des étapes d'évaluation, voilà. Et quand on vient d'être élu, et qu'on dit le peuple m'a donné comme mandat de faire ça et moi je pense par exemple que l'immigration n'est pas une chance pour la France, le peuple veut. Il se trouve que celui qui vient de dire ça au nom du peuple parce qu'il est ministre, il a eu 6% au premier tour et au deuxième tour les 2/3 des Français se sont réunis, des gens de gauche ont voté à droite, des gens de droite ont voté à gauche, des gens du centre ont voté pour une autre famille que la leur, pour dire une seule chose, on veut pas de l'extrême droite et donc de leur solution. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Il y a beaucoup de gens et sans doute une majorité des Français qui pensent qu'il faut limiter l'immigration drastiquement. Mais ce qui compte, c'est le vote et les procédures. Et c'est pas pour rien que les règles, ce qu'on appelle la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution par exemple, mais il en va de même pour des traités internationaux, ne peuvent pas être remis en cause par une simple loi. Seule une loi peut défaire une loi, mais une loi ne peut défaire qu'une loi,
pas la Constitution, pas les grands principes sur lesquels nous sommes assis. Le préambule de la Constitution comporte, depuis 1946, donc 4e et 5e République, la Déclaration des droits de l'homme. Et depuis le début des années 70, sous Giscard d'ailleurs, mais non, un petit peu avant, c'était le Conseil constitutionnel a décidé que le préambule de la Constitution faisait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire que on doit prendre la Déclaration des droits de l'homme comme des règles intangibles et sacrées quand on est républicain et démocrate. Et sacré, contrairement à ce que Bruno Retailleau a dit. Et donc, Michel Barnier, on attendait ça. J'attendais ça et je voulais que ça soit, j'espérais que ça soit explicite, et ça l'a été, a dit, il a dit des trucs de droite, hein, il faut réduire l'immigration, voilà. Mais il a dit dans le respect de l'état de droit, et j'y tiens beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. On peut pas lui reprocher de pas être de gauche, il est de droite. Bon, on peut reprocher au président de la République de l'avoir nommé, mais enfin, il est là, et il est de droite, et moi j'attendais, j'imaginais un discours plus à droite, il est moins à droite, tant mieux. Est-ce que Michel Barnier, avec son discours de politique générale face aux députés, est plus à gauche que Gabriel Attal ? Non, il est rien du tout. Il est très difficile à définir. Je reviendrai sur la fable des éditorialistes et de droite et de gauche. Mais Michel Barnier, en fait, il n'a pas pu affirmer grand-chose. Il n'a pas pu être précis. Parce qu'il n'a pas de majorité. Et puis parce qu'il a été nommé comme ça. C'est-à-dire que normalement, dans une démocratie parlementaire, et on le devient, puisqu'on dit que le barycentre maintenant de la vie politique, c'est le Parlement. Bon, dans une démocratie parlementaire, ce qui se passe, et la logique veut ça, c'est que des parlementaires essayent de construire une majorité qui dépasse leur cadre normal. Par exemple, le Front populaire, qui n'a pas de majorité, mais qui est en tête en tant qu'ensemble politique, donc qui a une toute petite majorité relative, a proposé Lucie Castet. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas dit, voilà, nous, on aimerait bien que ça soit Lucie Castet, mais on propose notre programme comme base de négociation d'un contrat de gouvernement avec d'autres, nos voisins idéologiques. Les voisins idéologiques, c'est les macronistes. Il y en a pas de l'autre côté, donc c'est les macronistes. Ils auraient dû dire, dans une démocratie normale, ils auraient dû dire, avec nos 28% et nos 290 députés, ça suffit pas du tout pour faire un gouvernement, on pourra rien faire voter. Ils auraient dû dire, on se met autour d'une table et on amende, on fait un programme de gouvernement sur la base de notre programme. C'est-à-dire que dans les démocraties parlementaires, ceux qui se présentent aux élections, ils ne sont pas comme nous. Nous, quand on se présente aux élections dans notre démocratie présidentielle, aux législatives, on dit « je veux que tout mon programme soit appliqué ». Et l'électeur, il va voter pour un parti en disant « je veux que tout ce programme soit appliqué et je veux que ce programme gagne ». Dans toutes les élections, dans tous les régimes parlementaires avec un scrutin proportionnel, les gens se présentent en se disant « je veux que mon programme soit la base de la négociation avec les autres ». Personne ne se dit « je vais avoir la majorité à moi tout seul ». En Allemagne, par exemple, si un parti disait « je veux avoir la majorité à moi tout seul », ça effraierait tout le monde. Ils ont des souvenirs, ça effraierait tout le monde. On doit tout négocier. Voilà. Et Lucie Castet, en tout cas le Front populaire, a dit on aura un gouvernement de Front populaire. Alors Mélenchon a dit tout notre programme, rien que notre programme, mais ça a été dépassé. Et Lucie Castet a été un peu plus ouverte. Elle a dit et chaque loi sera négociée. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire un programme de gouvernement avec un nouveau programme. Si on dit chaque loi sera négociée, on réinvente le droit d'amendement. Ça veut rien dire. Donc Michel Barnier est arrivé comme ça en disant on lui a dit bon ben voilà, c'est à vous de trouver une majorité. Donc il n'a pas de programme de gouvernement, donc il sait que tout se fera à l'Assemblée. Donc si moi, éditorialiste d'un journal de gauche, je disais ah bah voilà, il aurait dû affirmer des choses, il a été mou, il a été flou. Bah non, s'il avait affirmé des choses, j'aurais dit bah il bafoue le Parlement. C'est au Parlement que ça va se passer. Donc ça m'a pas dérangé qu'il affirme pas grand-chose. Et dans ce qu'il a affirmé, au point de vue des valeurs,
c'était pas tout à fait les miennes, c'était de la droite de bonne loi, on n'a pas eu ce couplet. Il a commencé quand même par, il a fait plus longtemps sur l'écologie, même s'il n'a pas dit grand chose sur l'écologie, et si même il a dit des trucs un peu problématiques, comme la fin de la loi de zéro artificialisation nette, mais enfin, il a passé plus de temps sur l'écologie que sur l'immigration. Il n'a pas fait des grands moulinets identitaires, il n'a pas fait des coups de menton à la Sarkozy, il n'a pas fait du pseudo-Sarkozy, travailler plus pour gagner plus à la Attal. Donc voilà, j'étais plutôt. C'est pas mieux que rien. Ça aurait pu être pire. Voilà. Alors Attal, on demandait si Attal. Attal, il a fait du Sarko. Si Attal était plus à droite que Michel Barnier. Ça dépend sur quoi. À quoi on s'attendait pas. Ça dépend sur quoi. Surtout ce qui est économique et social. Oui, franchement, pas augmenter les impôts. Lui, il veut revenir sur le financement, sur l'emploi, enfin sur le financement du chômage, des choses comme ça, et il est plus libéral au sens économique du terme. Mais maintenant, sur les questions sociétales, c'est parce que la tendance de Attal au sein de la Macronie a dit attention, touche à la PMA, à l'avortement, de toute façon c'est dans la Constitution maintenant, mais à l'avortement et à toutes ces questions-là, au droit LGBT, là il est plus à gauche que Barnier. Barnier est assez indéfinissable sur ces trucs-là, mais en tout cas, il est plus à gauche que le barycentre du gouvernement. Même s'il l'a évoqué, puisque dans son discours de politique générale, il le dit, il n'y aura pas de retour sur le mariage pour tous, l'IVG, etc. C'est un des aspects qui était effectivement rassurant, parce qu'avec des gens comme Retailleau et comme d'autres ministres qui avaient voté contre le mariage pour tous, qui étaient un peu réac, voilà, on pouvait se dire, voilà, et puis avec la composition de l'Assemblée aussi, bon, il tient bon là-dessus, peut-être par conviction, je sais pas, mais en tout cas, pour asseoir sa majorité. Ça, en plus, c'est des choses de gauche entre guillemets qui coûtent rien. Beaucoup de mesures de gauche coûtent de l'argent, donc il prend toutes les mesures de gauche qui coûtent rien pour pouvoir au moins sécuriser ce coin-là. En gros, il prend pas beaucoup de risques. Mais là où moi je suis un petit peu moins rassuré, c'est qu'effectivement il y a tous ces grands principes. Moi j'ai été étonné que l'écologie ce soit le deuxième point qu'il évoque et que ça prenne autant de place. Mais cela dit, en fait, je sais pas dans quelle mesure je peux être rassuré, étant donné que derrière ces belles paroles, il n'y a pas grand-chose. Contrairement aux autres discours de politique générale, Attal, etc., où il y a un set de mesures précis, là, Barnier, il n'y a rien. C'est vague, il n'y a pas de fond. Non, c'est normal qu'il n'y ait pas de mesures précises, encore une fois, parce que ça sera à l'Assemblée de le faire, mais les seules choses qu'il a dites sur l'écologie, sont un peu inquiétantes. Alors c'est vrai que Michel Barnier, par exemple, il s'est beaucoup battu au sein du Parlement européen pour le Green New Deal. Et ça, la droite n'était pas tellement convaincue. Tu peux nous rappeler ce que c'est, le Green New Deal? C'est tout un paquet d'investissements européens assez massifs pour aider les pays à transformer leur économie, à la décarboner. Voilà, c'est des crédits qui vont directement dans les pays pour ça. Et transformer aussi une partie de l'agriculture. Et la droite était assez contre. Une grande partie de la droite était assez contre ce truc-là. Les écologistes, les socialistes, les macronistes aussi étaient pour, mais il faut dire que les macronistes au Parlement européen, c'est vraiment l'aile gauche de la Macronie. Hein. C'est Pascal Canfin, des gens comme ça, qui sont d'ailleurs en rupture maintenant avec la Macronie. Bref, dans ce cadre-là, Michel Barnier avait une réputation plutôt d'écologiste, enfin d'écologiste avec des guillemets. Mais là, en France, et compte tenu de sa majorité, il y a des petits trucs, des petits détails. La loi zéro artificialisation nette, vous savez, c'est une loi qui impose, en tout cas qui incite fortement chaque municipalité à désartificialiser des sols quand elle doit en artificialiser. Il faut qu'à la fin d'une opération immobilière, il y ait zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que ce qu'on a artificialisé, il faut avoir désartificialisé ailleurs. Ça coûte un peu d'argent, c'est un peu compliqué, c'est un peu contraignant, mais on sait et on voit bien, on l'a vu encore il y a 2 semaines à Cannes, on voit bien avec les précipitations qui vont arriver que l'artificialisation du sol français qui va galopant, qui continue à aller galopant, va être très compliqué pour des questions de réchauffement, parce que évidemment moins il y a de
verdure, de plantation, moins il y a de capteurs de carbone, et puis aussi pour que l'eau puisse s'imprégner dans le sol, et puis éviter ces inondations qu'on a vues. Bref, là-dessus, il a cédé un peu parce que c'est ce que demandaient beaucoup de gens sur la question du logement. On manque de logement, et donc il faut arbitrer là entre du social et de l'écologie. Moi, je pense qu'on peut sûrement, avec un peu d'imagination, arbitrer autrement et ne pas céder sur l'un et sur l'autre. C'est financièrement beaucoup plus avantageux de céder, donc il a cédé là-dessus. Il y a d'autres... par exemple, quand il parle des énergies renouvelables, il dit il faudra faire du nucléaire pour décarboner. Ok, on est pour, on est contre, en tout cas ça décarbone. Et il faudra faire des énergies renouvelables et des éoliennes en prenant bien soin de l'impact. Alors, c'est-à-dire qu'il met des bémols. Il met des bémols. Évidemment qu'il faut prendre soin de l'impact. Personne ne dit qu'il faut mettre des éoliennes devant le château de Chambord ou dans des... bon, il y a évidemment des tas de règles qu'il faut peut-être renforcer un petit peu, mais le fait de le préciser, c'est pour donner un peu des gages à tous ceux qui veulent stopper les éoliennes. Et je rappelle que le Front National, le Rassemblement National, dans son programme, il y a non seulement un moratoire sur les éoliennes, mais ils veulent en démonter. Vous voyez, une grande partie de LR ne veut plus d'éoliennes non plus. Donc, il a quand même dit on veut des éoliennes. Évidemment, de notre point de vue un peu plus écolo, nous on mettrait des éoliennes tout le long des autoroutes, dans toute la Beauce, et on est très en retard. On est très en retard par rapport aux autres pays européens, alors qu'on a la plus grande superficie des pays européens. Ça revient à ce que tu nous dis, ça aurait pu être pire, quoi. Dans son discours de politique générale, on est sauté par-dessus son premier point, qui était quand même l'économie. Donc c'est le Premier ministre d'Emmanuel Macron, pour qui l'économie est très importante. Est-ce que, avec son discours de politique générale, Michel Barnier fait toujours du macronisme par rapport à l'économie ? On ne peut pas le savoir encore parce qu'il n'a pas été assez précis. Le macronisme en économie, c'est quelque chose... Alors moi, je m'inscris en faux pour tous ceux qui disent c'est de l'ultralibéralisme, etc. Non, c'est pas de l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, c'est tout démanteler, privatiser au maximum. Alors, il y a des pratiques libérales comme, par exemple, l'utilisation des cabinets de conseil. D'ailleurs, il a dit qu'il n'allait plus utiliser les cabinets de conseil. Il a mis un petit point comme ça. Mais une petite mise en porte-à-faux de ce que Macron a fait ces dernières années, quoi. Voilà. Il y en a eu plusieurs. Mais le sens profond de l'économie pour Emmanuel Macron, c'est de passer à la politique de l'offre, c'est-à-dire de faire... C'est l'histoire du ruissellement. On fait venir des financements en France, on fait venir des capitaux en France, en essayant de stabiliser les impôts de façon assez basse pour les entreprises, de faire une fiscalité assez avantageuse pour les entreprises et surtout de ne pas trop la bouger pour que les entreprises aient une visibilité. Et pense-t-il, grâce à ça, ça va faire des investissements en France, ça va faire de l'emploi, et comme ça fait de l'emploi, ça fait des cotisations, et comme ça remplit les caisses. Voilà. Bon. Il se trouve que ça n'a pas vraiment marché. Ça a marché d'un certain point de vue parce que l'emploi a baissé et maintenant stagne. Il y a eu beaucoup d'investissements. On n'est pas la Startup Nation, on est devenu un pays assez attractif pour les investisseurs. Alors, c'est assez discuté quand Londres, après le Brexit, pourquoi les investisseurs ont choisi la France plutôt que Stuttgart. D'abord, ils ont beaucoup choisi Stuttgart plutôt que Paris, mais Paris a été plus attractif que prévu. Un petit peu, peut-être, et sans doute beaucoup, par les mesures de Macron, beaucoup aussi, quand vous quittez Londres et que vous êtes une grande boîte et un grand patron, vous avez le choix entre Paris et Stuttgart, vous regardez la fiscalité, mais enfin, vous regardez aussi la vie, quoi. Entre Paris et Stuttgart, on va à Paris. T'es en train de dire qu'il fait meilleur vivre à Paris que Stuttgart, quoi. Bon, c'est plus sympa. Je pense que c'est plus sympa. Mais c'est tout ça pour dire que le cœur de la politique de Macron, c'est de dire pas d'augmentation d'impôts, plutôt des baisses d'impôts, et plutôt des baisses d'impôts en direction de ceux qui pourraient investir. Or, ceux qui pourraient investir ou ceux qui sont très riches en France, ils payent assez peu d'impôts, et au moment où on a un fort déficit,
et un grand sentiment assez justifié d'inégalité, c'est pas idiot de leur demander de payer un petit peu plus, surtout temporairement. C'est vraiment pas. Et ça, c'est pas macroniste. Et c'est justement l'un des points de ce discours de politique générale, c'est le fait que Barnier demande plus de contributions aux gens qui gagnent le plus. Ça veut dire en retour de l'ISF ? Non, parce que il n'a pas été précis du tout. C'est-à-dire que il dit ça pour se différencier de Barnier, pour qu'on explique ce que je viens d'expliquer, mais comme il précise pas, et il peut pas préciser parce que c'est pas lui qui a la main. Juste pour se différencier de Macron, ouais. Pardon. Voilà, c'est pas précis encore, donc ça peut sonner joliment à nos oreilles. Faut voir les chiffres en matière de fiscalité. C'est dans le détail qu'on voit la réalité de la mesure. En termes des différents points qu'il a évoqués, donc il y a l'économie, il y a l'écologie. En économie, comme tu l'as expliqué, il y a cette distinction par rapport à ce qu'a pu faire Emmanuel Macron. En écologie, on ne sait pas très clair, c'est un peu vague, on comprend pas bien. L'un des points qu'on attendait, c'était notamment toutes les questions autour sécurité et immigration, puisque on le sait, Michel Barnier dépend un peu de ce que pourrait voter l'extrême droite. Si l'extrême droite choisit de voter une motion de censure avec la gauche, il saute. Donc on se demandait ce qu'il allait bien pouvoir dire sur l'immigration. Qu'est-ce que Michel Barnier a dit sur l'immigration et comment tu l'analyses ? Sur l'immigration, il a eu des mots. Alors déjà, il y a ce qu'il n'a pas dit et ce qui est intéressant. Il n'a pas fait ces grandes envolées identitaires. Il n'a pas repris même pas le début de ce fantasme sur l'immigration est un problème parce que notre identité, où on serait envahi. Il est resté sur une partie de l'immigration peut être un problème parce qu'on ne peut pas bien les accueillir et parce qu'on a des problèmes sociaux. Il y avait pas de racisme ou d'identitarisme. Et ça, c'est quand même pas mal. Mais il y avait quand même cette idée que qu'il faut construire des... Alors, le problème, c'est c'est un peu lié avec la sécurité, quoi. L'immigration est liée avec la sécurité dans son discours, même dans son discours. Il le fait pas de façon caricaturale, il le fait pas à la Sarkozy ou encore moins à la Le Pen, mais ce qu'il a dit sur l'immigration est assez peu précis. Encore un point que je trouve positif, c'est qu'il a beaucoup parlé d'Europe, c'est-à-dire que c'est au niveau de l'Europe qu'on doit traiter ce sujet. C'est pas un sujet nationaliste, c'est un sujet européen. Et donc, là-dessus, il n'a pas été non plus très précis. Il a été un peu plus précis sur les questions de sécurité. Et ça peut poser certains problèmes, d'ailleurs, ce qu'il a dit. Mais, de mon point de vue, sur l'immigration, il n'a pas encore été très précis. Moi, je note simplement qu'il n'est pas tombé dans tous les travers de la droite depuis quelques années. Qu'est-ce qui pose problème dans ce qu'il a mis en avant sur la sécurité, Michel Barnier ? Alors, en fait, contrairement à ce que je disais, il n'a pas été très précis, mais il a donné quelques petites indications qui sont un peu démago et bidon. Quand il dit qu'il faut beaucoup de petites peines courtes de prison, on en est revenu depuis longtemps. Tous les professionnels de l'incarcération, tous ceux qui s'occupent de la réinsertion savent que des petites peines courtes, ça permet pas la réinsertion, ça permet rien du tout. Ça utilise beaucoup de moyens de l'administration pénitentiaire et de la police, et puis ça met en contact des gens. C'est une sorte de punition qui n'a aucun intérêt. Donc, et même le réaménagement des peines, c'est vrai qu'on parle toujours de celui qui a récidivé alors que sa peine avait été réaménagée, mais la plupart des gens qui se voient réaménager leur peine parce qu'ils se sont bien conduits se réinsèrent. On parle jamais de tous ceux qui se réinsèrent. Donc, comme on a un système médiatique fait de réseaux sociaux et de toute info qui suit les réseaux sociaux, les exceptions ont l'air de faire des règles. Ont l'air d'être la règle, au lieu de souligner que c'est pas la règle, justement. Et il est un peu tombé là-dedans. Quelque chose qui m'a rassuré et parce qu'il ne l'a pas dit, alors que c'est dans le programme du Rassemblement national et de la droite, c'est les peines planchers. Vous savez, cette idée
qu'il y aurait des peines planchées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un à moins de tant de mois ou d'années de prison pour telle infraction. Ça, c'est quelque chose de très grave que la droite veut faire, parce que en fait, ça veut dire que ça serait des peines automatiques. Or, le principe, et là on en revient à l'état de droit, le principe du droit et le principe de la justice, c'est que chaque peine est individuelle. C'est-à-dire qu'on ne juge pas une infraction, on juge un homme qui a fait une infraction. Si on juge une infraction, là c'est comme les infractions on les juge, mais les crimes non. C'est-à-dire que si vous dépassez le 50 en ville, on va pas vous demander quelles étaient votre enfance et pourquoi vous avez dépassé 20. Voilà, là c'est normal. On juge le truc. Vous avez dépassé 50, c'est comme ça. Il n'y a pas de jugement. Enfin, vous êtes condamné à payer votre amende. Quand il s'agit d'un crime ou d'une infraction pénale, il faut prendre en compte la personne, les circonstances, et donc il ne peut pas y avoir de peine planchée. Même pour un crime, une femme qui tue son mari après 50 ans où elle se fait bastonner, etc., généralement elle est condamnée parce qu'il faut condamner les crimes, mais à rien, et elle fait pas de prison, etc. Là, s'il y avait des peines planchées, on désindividualiserait la peine. Et ça, c'est contre les droits de l'homme. Quand Nicolas Sarkozy avait instauré les peines planchées, parce qu'il l'a fait, en fait, c'était toujours comme ça avec Nicolas Sarkozy, hein. En fait, il appelait ça peine planchée pour faire plaisir à la droite, mais il y avait dans la loi, pour que ça passe le Conseil constitutionnel, la loi, un petit truc, peine planchée, sauf si le juge considère qu'il y a des circonstances qui nécessitent. Donc, ça n'existait pas. C'est pas du tout des peines planchées. Ce qui permettait d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, parce qu'il a beaucoup agi comme ça pour beaucoup de choses, hein. C'est comme il avait dit qu'il y aurait un service minimum dans les services publics pour les grèves. Mais en fait, non, c'est pas du tout un service minimum. Bon. Donc ça permettait à l'opposition de hurler « Ah, Sarkozy, etc. » Et puis ça permettait à Sarkozy de recommencer à chaque truc. « Je vais faire un service minimum, je vais faire des peines planchées. » Et il pouvait annoncer comme ça 10 lois de suite sur la sécurité, 10 lois de suite sur l'immigration. Comme du temps de Sarkozy, ce qui comptait dans une loi, c'était le moment où elle était annoncée et non pas le moment où elle était appliquée. Ça continuait. Et il n'est pas rentré Michel Barnier dans cette logique de l'annonce, du tu payes, tu casses, tu répares, là, comme Gabriel Attal qui singe Nicolas Sarkozy. Il n'est pas rentré là-dedans, il nous a fait un truc un peu pépère, classique. Alors, évidemment, c'est plutôt rassurant, mais en réalité, il ne pouvait pas faire autrement, puisque c'est pas lui qui a la main, c'est l'Assemblée. Et puis, il est resté, donc, comme on disait, assez vague, donc rassurant. Par exemple, sur la sécurité, il a notamment dit qu'il fallait plus faire appel aux travaux d'intérêt général. Bon, pareil, pourquoi pas, mais ça reste assez vague. Oui, ça reste vague, et puis il faut construire plus de peines, plus de places de prison aussi. Donc c'est l'inverse, il a un peu dit tout et n'importe quoi. Et là, on se dit heureusement que il dit ça parce que le ministre de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau. Alors le ministre de la Justice, lui, c'est Didier Migaud qui a montré qu'il était un peu plus attaché à l'état de droit, mais je trouve qu'il l'a fait de façon un peu faiblarde. Et on peut s'attendre à un conflit assez classique entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, mais ça serait bien que Didier Migaud l'ouvre un peu plus, quoi. En même temps, c'est un petit peu un mouton dans une bergerie remplie de loups, puisqu'il y a énormément de gens très conservateurs dans son gouvernement. Voilà. Donc, on va voir comment il va se débrouiller, mais bon. On lui souhaite beaucoup de courage. Voilà. Dans les choses qui m'ont marqué dans ce discours de politique générale, c'est tout plein de petites piques que Barnier a fait à l'encontre de l'action de Macron ces dernières années, et même par la suite, quand il y a eu toutes les questions, les différents discours, notamment il y a un truc qui est beaucoup ressorti, le fait que Barnier disait à Attal « J'attends toutes vos propositions sur la dépense publique, vu ce que j'ai récupéré », en gros il a dit ça, « Vu ce que j'ai récupéré entre mes mains sur la dette, j'attends de voir ce que vous allez me proposer ». Toi, c'est quoi les petites piques qui t'ont marqué dans le discours de Barnier? Alors déjà, les petites piques. Il était obligé de faire des petites piques, il était obligé de se différencier parce que, quand même, Emmanuel Macron a perdu les élections. Ce qui est compliqué, c'est que LR, c'est-à-dire le parti de Michel Barnier, a perdu aussi les élections. Donc, il est dans une situation politique et d'affichage un peu complexe. La première petite pique, c'est de ne jamais avoir cité le président de la République.
jamais d'avoir cité. Le président de la République est dans son coin. Alors, il y a aussi il n'a pas du tout parlé de politique étrangère, ou très peu. Donc, il laisse quand même à Emmanuel Macron la politique étrangère. Il a parlé un peu d'Europe, mais la politique étrangère, ce qui est du domaine non pas réservé, mais partagé, il l'a laissé à Macron. Ça, c'est positif pour Emmanuel Macron, mais de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de grande différence sur ces questions-là. Non, la pique majeure, c'est quand il répète à chaque fois moi, je fais confiance dans les gens du terrain, je fais confiance dans les corps intermédiaires, je demande aux syndicats leur avis, et c'est à eux de réfléchir à la question, je demande au Parlement de s'en saisir. À chaque fois qu'il abordait un thème, il faisait preuve d'horizontalité, là où Emmanuel Macron, le jupitérien, faisait preuve de verticalité. Et moi, j'ai confiance dans la population. Voilà. Il est à l'écoute, il a rappelé aussi son mandat plusieurs fois, son mandat en Savoie, une façon de dire que lui, il avait été élu sur le terrain, il connaissait le terrain. Donc il y a cette différence de gouvernance qu'il a voulu afficher. C'est ça le principal. La principale, on change d'air, c'est-à-dire c'est fini. Maintenant, on fait confiance aux gens. Et sur la confiance accordée aux services publics, aux gouvernants dans les aux collectivités locales. Oui, aux collectivités locales, bien sûr. Il a notamment fait cette allusion au cabinet de conseil, donc McKinsey. Oui, effectivement, les collectivités locales, les maires. Alors, à chaque discours, Emmanuel Macron en parlait pareil, il disait les maires sont les premiers élus portés de baffe, etc. Mais il en faisait rien. Lui, on sait qu'il est plus girondin. C'est-à-dire Girondin par rapport à Jacobin, c'est Jacobin, c'est une tradition verticale, centralisatrice, et Girondin, c'est on fait confiance au territoire, on décentralise, on déconcentre. La déconcentration et la décentralisation, c'est pas pareil. La déconcentration, c'est quand les services de l'État sont aussi sur le territoire. Il a dit, par exemple, il faudra faire des conseils de ministres en province, etc. Il faudra qu'on ait qu'on soit pas simplement parisien. Ça, c'est de la déconcentration. Et la décentralisation, c'est quand on donne des pouvoirs et des responsabilités sur le terrain. Aux élus locaux, aux conseils départementaux, conseils régionaux. Et ceux qui connaissent, les Girondins considèrent que ceux qui sont au plus près des problèmes sont les mieux à même de connaître les solutions. Les Jacobins, dans lesquels on peut classer Emmanuel Macron, pensent que c'est au centre qu'on est le plus efficace. C'est en partant du centre et en appliquant la même règle à tout le monde qu'on est le plus efficace. Michel Barnier, dans son discours de politique générale, il a notamment ouvert la porte au fait que les législatives se fassent par la proportionnelle. Je sais qu'en lisant ton billet, je sais que c'est quelque chose que tu trouvais plutôt bien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est intéressant. Alors, juste peut-être en introduction, explique-nous concrètement ce que ça veut dire de voter la proportionnelle pour les législatives. Alors, là, on vote... Le scrutin actuel en France pour les législatives, c'est ce qu'on appelle ça le scrutin majoritaire à deux tours. C'est-à-dire qu'il y a 577 députés, 577 circonscriptions, et c'est à peu près comme 577 petites élections présidentielles. La seule différence, c'est que à l'élection présidentielle, les deux premiers sont qualifiés. À l'élection législative, tous ceux qui font plus de 12,5% sont qualifiés. Donc il peut y avoir des triangulaires. Bon. Mais le problème, c'est que notre système marchait bien quand le monde politique, le paysage politique était bipolaire, non pas bipartisan, mais bipolaire, quand il y avait une droite et une gauche, parce que finalement... c'était un système qui donnait la majorité à celui qui était largement en tête et ça assurait la stabilité. Mais dans un système tripolaire, comme aujourd'hui, mais multi-partisan, c'est-à-dire il y a 3 pôles, mais il y a encore plus de partis,
il faut la proportionnelle. Michel Barnier n'était pas pour, et maintenant, il est ouvert à la proportionnelle. Qu'est-ce que la proportionnelle ? La proportionnelle, c'est un scrutin de liste, c'est-à-dire que si on prend la proportionnelle intégrale, elle peut ne pas être intégrale, c'est plus compliqué. Mais disons la proportionnelle pure, intégrale, la plus intéressante, qui existe en Allemagne, par exemple, c'est... vous faites une liste de 577 candidats. Chaque parti a une liste de 577 candidats parce qu'il y a 577 députés. Et puis, si vous faites 20%, vous avez 20% de 577. Ça veut dire 5 fois 20, 100 plus... vous avez 120 députés, à peu près. 115 députés, avec 20% de 577. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de majorité absolue. C'est très rare, mais chaque parti se retrouve dans l'état d'esprit que je décrivais au début. Vous savez, l'état d'esprit, c'est-à-dire que prenons un parti, le Parti socialiste. Le Parti socialiste propose sa liste, il fait 20%, disons, donnons-lui un gros score. 20%, il a donc un peu plus de 100 députés. C'est pas mal. Mais il sait très bien qu'il n'aura jamais la majorité absolue. Donc, pendant qu'il fait campagne, déjà, il défend son programme, mais déjà, il se tourne un peu vers les autres en se demandant quelle est la partie de son programme qu'il pourra négocier avec son voisin de gauche, les Insoumis, ou son voisin de droite, les macronistes. Il sait très bien que Insoumis plus lui, ça suffira pas. Il faudra aussi convaincre d'autres. Donc, on est dans un état d'esprit d'ouverture et de négociation, alors que dans notre système actuel, on est dans un état d'esprit que les Américains appellent « the winner takes all », c'est-à-dire « je gagne, je prends tout », et donc on se présente pour appliquer tout son programme. Alors que dans une proportionnelle, on se présente pour que son programme arrive en tête et que son programme soit la base de la négociation. Ça change tout, ça change même l'agressivité ça fait baisser l'intensité de l'agressivité, parce que si vous êtes agressif avec vos voisins idéologiques, vos voisins idéologiques, ils iront se tourner vers d'autres voisins idéologiques et vous ne serez jamais au gouvernement. Et ça change même aussi les commentaires. Ça change... Le fait de changer d'avis ou de modérer un avis ne sera plus vécu comme une trahison ou comme une compromission. Le compromis ne devient plus une compromission, devient une solution. Alors, évidemment, ça plaît pas aux plus radicaux, mais ils ont tort, parce que les plus radicaux, s'ils sont forts, ça sera sur la base de leur radicalité qu'on fera des gouvernements. Ouais. Et on le voit bien, par exemple, ça peut poser des problèmes, hein. On le voit bien, par exemple, en Israël en ce moment, où il y a une proportionnelle intégrale, ça n'empêche pas la radicalité. Vous voyez ? Justement, moi c'est la question que je me pose. La proportionnelle intégrale pour le législatif, c'est un truc que défend énormément l'extrême droite, parce que avec ce système-là, avec leurs 10 millions de voix aux élections législatives, l'extrême droite est en tête et propose son Premier ministre. Est-ce que avec cette ouverture, Barnier fait un cadeau au Rassemblement national ? Non, il fait un cadeau, à mon avis, aux centristes, aux socialistes, alors, je vais vous expliquer pourquoi il ne fait pas un cadeau aux Insoumis. Les Insoumis sont officiellement pour la proportionnelle, mais je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas pour, en réalité. Et le Front National était officiellement pour la proportionnelle, et je vais vous expliquer pourquoi, au fond, ils ne sont plus pour. Parce qu'évidemment, avec la proportionnelle, ils arriveraient ils auraient un peu plus de députés, mais ils n'auraient pas la majorité absolue. Donc ça ne changerait pas grand-chose. Mais avec un scrutin majoritaire, quand vous arrivez à 35% à peu près, hop, mécaniquement, ça vous donne la majorité absolue. Donc dans le système actuel, ils sont pas loin de pouvoir obtenir une majorité absolue sans avoir en ayant à peu près 30 ou 35% des voix. Là, ils n'en sont pas là en pourcentage, mais ils peuvent y arriver. Je vous rappelle que les socialistes en 1981 avaient fait 34% des voix, il y avait eu 52 ou 53% des sièges. Donc le système actuel renforce tous ceux qui sont assez puissants et qui veulent utiliser leur puissance pour dire tout mon programme sera appliqué même s'il n'est pas majoritaire. La proportionnelle, pourquoi les Insoumis sont au fond pas contre, ils le diront jamais parce que ce sont des parlementaristes, ils sont plutôt contre, officiellement ils sont pour, parce que
grâce au système actuel, pour qu'un groupe socialiste, un groupe insoumis existe, il faut un accord de premier tour. Il faut, avant, quand la gauche était puissante, qu'il y avait un PC puissant et un PS puissant, ils se présentaient au premier tour, chacun de leur côté, et entre les deux tours, s'il y avait un socialiste en tête, le communiste se retirait, et inversement. C'est ce qu'on appelait le désistement républicain à gauche. Aujourd'hui, on peut plus faire ça parce que il y a toutes les chances pour qu'il soit même pas qualifié et qu'il n'ait pas 12,5% des inscrits. Donc à peu près 16, 17, 18%. Et du coup, il faut faire cet accord avant. Et pour ça, il faut donc qu'il y ait un seul candidat de gauche. C'est un peu compliqué, la mécanique parlementaire. J'espère que vous me suivez. Un seul candidat de gauche. Et dans ce cadre-là, les insoumis sont plus forts. S'il y avait une proportionnelle, on peut imaginer que le score des insoumis soit un peu équivalent à ce qu'il a été aux européennes, puisque c'est la proportionnelle. Et donc les socialistes seraient largement devant, les insoumis seraient derrière, et ce qui importe aux insoumis, c'est d'avoir plus de députés que des socialistes, d'être plus sonores, d'être dans un rapport de force plus important, puisque ce qui leur importe, c'est la présidentielle, avec Jean-Luc Mélenchon. C'est la logique présidentielle est toujours en conflit avec la logique parlementaire dans notre système où il y a une élection présidentielle. Moi, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Arrêtons d'élire des présidents » pour sortir de toutes ces conneries-là. Et c'était en 2015, je crois que je pourrais le rééditer. Merci beaucoup Thomas Legrand pour tes analyses.